Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment écrire votre propre réseau de neurones en partant des concepts mathématiques qui permettent aux algorithmes d'apprendre à partir des données et de prendre des décisions intelligentes. Si vous êtes passionné par l'intelligence artificielle ou vous êtes curieux d'apprendre de plus, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour maîtriser ces concepts fascinants. Aujourd'hui, nous allons essayer d'implémenter ce réseau de neurones qui nous permettra de pouvoir séparer ces données en deux catégories: les données en rouge et les données en bleu. La ligne en jaune nous permettra de pouvoir séparer ces données. Nous allons voir comment obtenir cette fonction qui nous permet de pouvoir séparer ces données en deux catégories. C'est ça l'objectif de notre travail aujourd'hui et nous allons démarrer. Pour commencer, nous allons passer d'abord par le pré-traitement des données. Le pré-traitement des données consiste à la normalisation de nos données. On va d'abord importer certains packages qui sont très utiles pour notre travail. On va faire des opérations mathématiques qui va nous permettre de pouvoir faire des opérations mathématiques. Je vais l'importer. Package import numpy as np. Cette bibliothèque nous permettra de pouvoir importer, de pouvoir faire des opérations mathématiques. Nous allons importer la bibliothèque matplot, import matplot lib.pyplot as ptl. Après cela, nous allons importer le package qui va nous permettre de pouvoir importer nos données par from sclearning.data datasets import make underscore blobs. Après ça, nous allons importer la métrique par from sclearn.metrics import accuracy underscore score. Après cela, nous allons importer le package ou bien la bibliothèque qui va nous permettre de pouvoir normaliser notre donnée par from scalearn.pro sing import standard scalaire. Bon, je vais voir si les choses sont bien importées d'abord avant de continuer. Il y a une erreur à ce niveau. Donc, je vais corriger d'abord ça. Ça manque le R. OK. Donc, après l'importation de ces packages, nous allons essayer maintenant
d'importer notre donnée. X, virgule, Y. X serait notre donnée et le Y serait notre étiquette. Donc, par bloc, par make, on va utiliser make, parenthèse, on va préciser la dimension de notre X. Ici, on va prendre, on va appeler par N simple, N samples égale à 100. On va préciser en combien de groupes. Ici, on va prendre en 2 groupes. Donc, ce qui va faire N futures égale à 2. Nos données seront autour de quoi? Ici, ils seront autour de 2. Donc, ça va être centers égale à 2. Après ça, on va initialiser notre modèle, notre générateur, ici, en utilisant random underscore states égale à 0. Donc, nous venons, voilà, nous venons d'importer notre donnée comme ça. Après cette importation, nous allons essayer de normaliser notre donnée. Donc, pour normaliser notre donnée, on va faire appel à notre fonction de normalisation qui est standard scalus. Donc, on va d'abord initialiser notre moteur scalar par cette option. Donc, après l'initialisation de notre moteur, on peut normaliser maintenant x. Donc, x serait égal à x serait égal à x scalar point fit underscore transform parenthèse x. Après cela, maintenant, après la normalisation, OK. Pourquoi faire d'abord la normalisation? On normalise notre donnée pour éviter le problème de overflow ou bien overfitting. Ces problèmes surviennent souvent lorsqu'on cherche à entraîner notre donnée. Overfitting, c'est un problème que la machine n'arrive pas à supporter, par exemple, des valeurs qui sont au-delà de 1 milliard, au-delà des milliards, par exemple, 10 à la puissance 100, à la puissance 10 à la puissance 100, par exemple, à la puissance 100, c'est il y a une valeur très importante, très élevée que la machine n'arrive pas à manipuler, ou bien 10 à la puissance moins 100 sont des valeurs que la machine n'arrive pas à supporter, comme des valeurs plus infinies et moins infinies, la machine n'arrive pas à supporter ça. Donc, c'est voilà pourquoi c'est très important de normaliser notre donnée ici. Donc, après la normalisation, nous allons essayer de prendre la transposée de x. X serait égal à x point transposé. Cette transposée nous permet de pouvoir connaître, de prendre le nombre de features. Donc, le nombre de features ici nous donne exactement 2, c'est-à-dire le nombre de caractéristiques qui est exactement dans notre schéma ici qui est 2. Très bien. Après ça, nous allons maintenant transformer les étiquettes en vecteur colonne. Donc, pour le faire, on va faire y égale y crochet. Maintenant, on va utiliser l'option n.new assise pour transformer ça en vecteur colonne. Donc, np.new assise, virgule, 2 points. Donc, cela nous permet de pouvoir transformer notre étiquette en vecteur colonne. Pour voir si tout va bien, nous allons essayer d'afficher la dimension de x et de y. Print, parenthèse, x.shape. On fera la même chose aussi pour y.
Donc, là, surtout ici, je vais le mettre Y là, compilons pour voir. Voilà. Donc, cela est bon. Donc, maintenant, nous allons passer à la fonction d'initialisation de poids et de biais. Il faut remarquer d'abord que notre neurone ici contient simplement, on aura besoin de trois matrices de poids et trois vecteurs de biais. Donc, or, nous avons quatre neurones, nous avons quatre couches. Nous avons la couche d'entrée, deux couches de sortie, et deux couches cachées et deux couches et une couche de sortie. Donc, là, nous allons essayer de prendre un paramètre qui va contenir, ce paramètre va contenir le nombre de neurones au niveau de chaque couche. Donc, pour cela, nous allons commencer par def. On va l'appeler la fonction comme fonction initialisation. Initialisation, initialisation, parenthèse, on va lui donner comme ce paramètre par n neurones, n neurones, ou du nombre de neurones, deux points. On va utiliser une boucle for k in, voilà, in range, parenthèse, len, parenthèse. Ici, notre cas va commencer à partir de 1. Cas commence à partir de 1 parce que à partir de 0, parce que, et, à parce qu'à l'entrée, l'entrée n'a pas de poids. Donc, nous allons commencer le cas à partir de 0. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir exactement finalement, trois matrices de poids finalement. Deux points. Donc, le poids serait égal à, on va générer la matrice de poids de façon aléatoire, qui va suivre maintenant une loi normale, centrée, réduite. Donc, random, point normal, parenthèse. La moyenne ici, c'est 0 et le cas type, c'est 1. On va préciser maintenant la dimension de ça. On va utiliser l'option size. Parenthèse, size égale, parenthèse, on va indiquer le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Le nombre de lignes ici, c'est exactement le nombre de neurones au niveau de la couche K. Donc, je mets ça. Et le nombre de colonnes serait exactement le nombre de neurones au niveau de la couche précédente, c'est-à-dire au niveau de la couche précédente, c'est-à-dire au niveau de la couche K-1. Donc, qui est-ce qu'il y a K-1 ici. Donc, après ça, on va faire la même chose aussi pour le vecteur billet. On va faire la même chose pour le vecteur billet que je vais appeler par B. B serait égal le nombre de lignes du vecteur billet, c'est exactement le nombre de neurones dans la couche K. Et le nombre de colonnes, c'est 1 parce qu'on a dit que c'est un vecteur colonne, c'est un vecteur ligne. Voilà. Donc, ce qui est important maintenant, on va essayer de conserver ces vecteurs poids et ces vecteurs biais dans une liste. Donc, je vais appeler par poids. Je vais définir une liste vide. Je vais définir aussi une liste vide pour les biais qui sont appelés par biais. Et à chaque fois, nous allons à chaque valeur de la matrice poids que nous allons mettre maintenant dans le vecteur poids en utilisant l'option append. Je mets poids W et je fais la même chose aussi pour le vecteur biais. Donc,
Ici, c'est biais, point append, parenthèse B. Donc, après ça, maintenant, à la fin de la boucle, nous allons retourner le biais et le poids. Nous allons retourner le biais et le poids. Donc, nous allons voir si tout va bien en testant ça. On va tester notre code si la fonction que nous venons d'écrire est correcte. Donc, je vais copier ça pour éviter les erreurs de compilation, les erreurs d'orthographe. Donc, ce qui reste, il faut initialiser notre n-neuron qui est égal à notre n-neuron va contenir le nombre de neurones qui se trouvent au niveau de la première couche, le nombre de neurones qui se trouvent au niveau de la deuxième couche, ainsi de suite. Et ici, il faut remarquer que exactement au niveau de la première couche, le nombre de neurones correspond exactement au nombre de lignes de, de la donnée X. Donc, ça va faire X.shape, crochet de 0. Ici, dans notre cas, ici, nous allons mettre 3. Nous allons mettre 3,2 et 1, ce qui correspond exactement à notre matrice ici. Si nous voulons, pour généraliser ça pour n'importe quel neurone, au niveau de 3, nous pouvons mettre des lettres et après définir exactement ce qui correspond à notre cas que nous voulons définir. La même chose aussi au niveau de la deuxième couche cachée, ainsi de suite. C'est à nous de voir ce qui nous intéresse. Mais ici, comme c'est cette couche, ce neurone que nous voulons construire, c'est-à-dire ce réseau de neurones que nous voulons construire et appliquer à nos données, nous allons se restreindre à ce cas-là. Donc, nous allons compiler. Nous allons voir maintenant, nous allons afficher la dimension du vecteur poids. Normalement, la liste poids doit contenir exactement 3 éléments. Donc, printf, print, parenthèse, n, parenthèse, poids. Compilons pour voir si tout va bien. Il y a une erreur. À quel niveau? Au niveau de random. Au niveau de random. OK, il dit random non connu. Ah, ça manque np point. np point. np point. Donc, récompilons. Très bien. Donc, c'est bon. Donc, nous venons de finir la fonction d'initialisation comme ça. Nous allons passer maintenant à la fonction de propagation avant. La fonction de propagation avant, d'après la formule mathématique qu'on avait établie dans la dernière vidéo, est la relation suivante. Nous allons essayer maintenant d'implémenter ces relations. Def, on va l'appeler par propagation avant. Propagation avant. Quand nous regardons cette formule mathématique, nous avons besoin de la matrice et de la donnée X, le biais et le poids. Donc, nous allons mettre X et le poids qu'on a obtenu à partir, le poids et le biais que nous avons obtenu à partir de la fonction d'initialisation que nous allons mettre ici comme des arguments, 2 points. Donc, pour cela, maintenant, nous allons pouvoir calculer la préactivation et l'activation. Mais nous allons calculer la préactivation et l'activation à partir de billets, la matrice billet et du vecteur billet et la matrice de poids. Donc, on a besoin d'une boucle for I qui va parcourir chaque, chaque boucle qui va parcourir chaque neurone, c'est-à-dire chaque couche for I. Et je vais prendre K in
range, parenthèse. Ça va commencer à partir, à partir de 0, vers de l'inf, parenthèse. La longueur de notre, la longueur de notre boucle ici serait exactement la longueur de la matrice, mais de la liste poids, qui est 3 normalement. Donc, pour cela, nous, nous aurons besoin d'une d'une liste qui va contenir les activations, qui va contenir les activations, que je vais appeler par activation, activation. OK. Donc, on sait que notre activation est initialisée par la matrice A, c'est-à-dire par la donnée X plutôt. Donc, je vais mettre dans l'activation la donnée X. Pour le faire, on va utiliser l'option append, .append, parenthèse X. Donc, on peut calculer maintenant notre préactivation Z égale à poids, le poids. Donc, ça va faire la matrice de poids de la couche K fois, c'est un produit matriciel, fois l'activation de cette couche, l'activation de cette couche, la couche K, plus maintenant le biais de la même couche, de la couche K. Après d'avoir calculé ça, le arrobase ici nous permet de pouvoir faire le produit matriciel. Après avoir calculé ça, nous pouvons calculer maintenant l'activation A, qui va noter par A égale 1 divisé par parenthèse 1 plus np point exponentiel, parenthèse, moins grand Z, moins l'activation. Donc, nous venons de calculer maintenant notre activation comme ça. On va mettre maintenant cette activation dans la préactivation en utilisant l'option append, parenthèse A. Après d'avoir mettre ça dedans, nous allons essayer maintenant de retourner notre activation. Return activation. OK. Nous allons essayer de voir si tout va bien. On va tester notre code. Pour tester ça, je vais essayer d'afficher le nombre d'éléments que contient notre activation en utilisant len. Normalement, ici, on doit obtenir 4. Ça doit contenir 4 éléments. Nous allons voir si tout va bien. OK. OK. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, ça nous donne 4. Donc, ça contient 4 éléments, ce qui est très bien. Et nous pouvons continuer maintenant. On va passer maintenant à l'étape de la fonction de la prédiction du modèle, qu'on va appeler ici par prédiction def. On va l'appeler par prédiction. Notre fonction de prédiction ici, normalement, ça va prendre simplement l'activation, et il va nous retourner 0 ou 1, c'est-à-dire ou bien true or false. Notre prédiction exactement, c'est lorsque l'activation est égale à 0. Mais lorsque l'activation est égale à 0, il faut remarquer que exactement la préactivation est égale à 1,5, 1,5 qui est égal à 0,5. Voilà. Donc, on va dire que ça va nous retourner simplement, return, il va nous retourner simplement notre activation. Mais il faut remarquer que c'est l'activation de la dernière couche on va s'intéresser à l'activation de la dernière couche à la sortie. Donc, pour la sortie, ça va faire
crochet -1, qu'on va comparer maintenant à 0,5. À 0,5. Donc, pour que ça ne nous retourne pas vrai ou faux, on va dire qu'il n'a qu'à nous retourner un entier. Donc, pour nous retourner 0 point et 0 ou 1, on va faire point as type. Parenthèse, on va indiquer ça qui est int pour dire que entier. Donc, pour voir si tout va bien, on va essayer d'afficher notre résultat. Je vais appeler notre fonction et compiler. Je vais appeler ici par prédiction qui est ypred égale afficher maintenant ça. Print. Compilons pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, dans ce cas, une que ça donne tout le temps 0, 0. Ça ne gêne pas. Donc, tout va bien. Allons voir, est-ce que ça donne exactement 100 éléments? Là, je vais faire point shape pour voir la longueur. OK. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. OK. Donc, notre fonction de prédiction est correcte. Nous allons passer maintenant à la fonction du coût du modèle. La fonction du coût du modèle est définie par cette relation que nous allons essayer maintenant d'implémenter. Bref, fonction de coût, il va l'appeler par fonction de coût. Fonction coût, parenthèse. Quand on observe notre fonction ici, les paramètres de notre fonction sont l'activation et l'étiquette. Donc, on va lui donner l'activation. Donc, je vais copier l'activation là ici pour éviter les erreurs d'orthographe. Virgule Y, 2 points. Donc, on va l'appeler par J égale -1 divisé par la longueur. Le M qui est ici, c'est exactement la dimension de Y. Donc, ça fait Y.shape crochet de 1 parce qu'on a dit que Y c'est un vecteur colonne. Donc, comme Y est un vecteur colonne, donc il faut prendre la deuxième dimension qui est shape de 1, multiplier maintenant par celui-ci. Ce produit, c'est un produit matriciel. Donc, c'est produit thème à thème. Quand on écrit sous forme matricielle, c'est-à-dire on peut utiliser l'option dot, c'est-à-dire produit scalaire, ou bien nous pouvons faire produit thème à thème et faire la somme. Donc ici, moi, j'ai préféré faire le produit thème à thème et faire la somme. Donc, je vais faire np.somme, parenthèse. Dans la parenthèse, maintenant, ça va faire y star, qui est le produit thème à thème, de np.log, parenthèse de A. L'activation ici, c'est l'activation de la dernière à la sortie. Donc, ça fait -1 à la sortie de la couche, -1. Donc, nous allons faire la même chose aussi pour le dernier thème. Donc, ça fait plus. Donc, à ce niveau, on a besoin de 1 moins ça. Et ici, c'est y -1. Bien, 1 moins y plutôt. 1 moins y. Donc, c'est ça. Donc, l'autre fonction maintenant va nous retourner le J, return J, qui est le coût de notre modèle, bien la fonction de PET de notre modèle. Nous allons essayer de, de vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas des erreurs. Donc,
Je vais l'appeler parcours, parcours égal, et pour afficher ça, print la perte de notre modèle, bien le coût. On va afficher ça pour voir si tout va bien. Voilà. Ici, notre perte est égal à 1,21. Donc, tout va bien. Ça doit nous donner exactement une seule valeur et non plusieurs parce que c'est une somme. En réalité, c'est une probabilité qui est là. Donc, après ça, nous allons passer maintenant à la fonction de propagation arrière, qui est backpropagation en anglais. Donc, notre backpropagation, nous allons être donné par la relation suivante qu'on a démontrée la fois dernière, dans la dernière vidéo. Donc, pour commencer, nous allons définir notre fonction par backpropagation. Il faut remarquer que les paramètres ici sont Y, l'activation, Y, l'activation de la dernière couche, et après ça, et nous avons besoin le vecteur du poids. Donc, on va dire def, euh, propagation avant, propagation, bien, je vais appeler par back ici, back propagation, back propagation, propaga, propagation, ou dire propagation arrière, parenthèse. Donc, on va lui donner l'activation. OK. On va lui donner l'activation. Je vais copier ça ici. Il va prendre l'activation. Après ça, il va prendre le vecteur poids, poids, bien la matrice de poids, et après, il va prendre le Y. OK. Donc, voilà. On va, on pourra calculer maintenant, on va implémenter ces formules-là, mais il faut d'abord initialiser ça pour la dernière couche. La dérivée de la fonction de coût par rapport à l'activation, par rapport à la préactivation de la dernière couche est donnée par cette relation, appelée par dz, d grand Z égale à 1 divisé par le m. Le m, c'est la longueur de y, c'est-à-dire la dimension de vecteur y point shape de 1, parce que y, c'est un vecteur colonne. Maintenant, multiplié par parenthèse, l'activation de la dernière couche. L'activation de la dernière couche ici, c'est obtenu par activation crochet -1, qu'on va soustraire maintenant notre Y dedans. Donc, après cela, nous pouvons passer maintenant à notre boucle qui va nous permettre de pouvoir calculer notre, qui va nous permettre de pouvoir calculer de façon récursive nos dérivés. Donc, K qui serait dans range, parenthèse, comme on veut calculer, on veut commencer de la dernière couche, de la dernière couche jusqu'à la fin, jusqu'à la première couche. Donc, nous allons essayer d'utiliser maintenant, on va utiliser la longueur. On sait exactement ici le nombre d'éléments qui contient le vecteur poids correspond exactement au nombre de couches, la longueur de notre couche ici, qui est ça, 1, 2, 3, 4. Donc, ça va faire ça plus 1. Donc, c'est ça que nous allons utiliser ici pour pouvoir évoluer. Donc, on va utiliser le poids. Donc, on va dire len, parenthèse, poids. Voilà. Donc, pour passer à la décrémentation, on va soustraire -1 dedans. Cette option que nous voulons utiliser, ça va nous permettre de pouvoir construire
une suite arithmétique de premier terme, le premier terme qui est L-1, et de dernier terme qui serait 0 ici, qui serait 0. Donc, pour cela, on va faire -1. Maintenant, la raison ici, comme la raison, on veut décrémenter de 1, 1, 1 de façon décroissante, on va écrire -1. La troisième argument indique la raison, qui est ici -1. Le premier, l'élément de la deuxième ici, indique exactement à quel niveau nous voulons s'arrêter. Donc, comme on veut s'arrêter à 0, donc on va mettre -1 parce que Python ne peut pas prendre ça là en compte. Donc, on va prendre l'élément qui est avant lui. Point. Donc, on va calculer maintenant la dérivée de la fonction de coût par rapport au vecteur poids qui est donné par cette relation. Donc, que je vais appeler par dB égale la fonction qui est la dérivée de la fonction de coût par rapport à L, qui est dz, de grand Z. Mais ici, c'est un produit matriciel. Donc, je peux utiliser l'option np dot qui va me permettre de pouvoir faire le produit matriciel, virgule. Maintenant, on va prendre maintenant l'activation. On va prendre l'activation. Donc, je vais mettre activation à la position K. On a besoin de prendre ça transposé. Et c'est fini. Donc, pour cela, voilà. Donc, la formule là est correcte. Et j'arrive maintenant à pouvoir calculer ceci. Donc, ceci, quand K est égal à L-1, ça, c'est exactement l'activation à cette position, exactement. Donc, après ça, nous pouvons calculer maintenant la dérivée, la fonction de coût par rapport par rapport au vecteur billet qui est donné par cette relation qui est la somme de la dérivée de l'activation, de la fonction de coût, plutôt la dérivée de la fonction de coût par rapport à la préactivation de la couche K. Donc, ça fait dB, qu'on va noter par dB, défini par NP, par NP point somme, parenthèse, dz, donc ça fait D grand Z, virgule. Cette somme, il faut remarquer que cette somme, c'est la somme sur les colonnes. On va faire la somme des colonnes. C'est la somme des colonnes. Donc, comme c'est la somme des colonnes, on va utiliser l'option assise, as égale à 1, assise égale à 1, assise égale à 1. Maintenant, pour garder la forme comme cette dérivée sur R est une matrice, donc pour garder la forme, on va utiliser l'option keep dimension dims égale à true pour conserver la forme de ça. Donc, keep dims égale à true. Donc, nous venons de calculer la dérivée par rapport à, par rapport à Z, par rapport à B, pour vecteur billet. Maintenant, ça reste maintenant à calculer la dérivée maintenant de L, c'est-à-dire la fonction de coût par rapport à ZK qui est donnée par cette relation. Donc, il faut noter que cette relation, cette, notre fonction, notre dérivée ici, notre Z, notre Z ne prend pas la valeur 1, ne va pas prendre la valeur 0 plutôt. Donc, pour cela, on va imposer ici que lorsque notre K est différent de 0, c'est-à-dire notre K supérieur à 0. Donc, on va dire if K est supérieur à 0, c'est en ce temps-là qu'il faut calculer maintenant cette dérivée, qu'il faut appliquer cette formule. Donc, là, on va utiliser l'option, ici c'est un produit scalaire, c'est du premier terme est un produit scalaire, donc on va faire np point dot parenthèse
J'ai dit produit scalaire, c'est un produit c'est un produit matriciel, non, non, produit scalaire est un produit matriciel. Ce premier terme est un produit matriciel. Donc, on va prendre le poids qui est poids à la position K, le poids de notre matrice, le poids de notre matrice à la position, c'est-à-dire on va prendre la matrice de poids de la couche K, qu'on prend ça transposé, on va prendre maintenant ça transposé, point T, virgule, maintenant on va prendre exactement la dérivée de la fonction de coût à cette, de la fonction de coût par rapport à l'activation de la couche K, de la couche K, qui est ici maintenant dz, de grand Z, c'est-à-dire l'ancien, maintenant multiplié par l'activation, multiplié par l'activation de l'avant-dernière couche, qui a ici, qui correspond exactement à K, et multiplié par 1 moins ça, 1 moins l'activation de la couche qui est avant ça, et encore K. Ici, c'est dz qui est égal à ça, d grand Z est égal à ça. Donc, nous venons de calculer comme ça la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à l'activation de la couche qui est avant la couche K, qui est avant la couche K plus 1. Donc, nous allons voir maintenant ce qui est important. Il faut essayer de conserver les vecteurs là que nous venons de calculer. Pour cela, nous allons essayer d'initialiser d'initialiser une, une liste vide que je vais appeler par D, W, K, WK, à une liste vide. Je vais faire la même chose aussi pour le vecteur billet, WK, et DBK, qui est une liste vide aussi, qui va nous permettre de pouvoir conserver ces, ces données, de pouvoir conserver la matrice de poids, la dérivée par rapport au vecteur billet. On va utiliser l'option append parenthèse DW, B, ici c'est W, et de l'autre côté, ici ça serait B là, point append parenthèse DB. Donc, c'est ces deux-là maintenant que nous allons essayer de retourner à la fin de notre boucle. Return, return dw, virgule d, w, db, dbk. Mais ce qui est très important maintenant, c'est que nous voulons retourner, on doit ranger ça dans l'ordre. Donc, on va renverser ça. On va renverser ça. Donc, pour renverser les éléments de la liste DWK, on va utiliser reverse. En disant comme c'est une liste, on va utiliser liste, parenthèse, reverse, reversible, voilà, KK. Donc, si on ne le fait pas comme on va avoir des erreurs dans la suite de notre compilation, de notre problème que nous sommes en train de résoudre. Donc, on va faire la même chose pour les deux vecteurs. Ici, maintenant, comme j'ai copié, pour que je change ça, je mets ça AB. Et là, nous allons essayer de voir si tout va bien. On va afficher les résultats. TW, virgule, DB, égale
On va copier et coller et voir si tout va bien. Donc, on va essayer simplement de, de regarder la dimension. Il faut remarquer que ici, DW doit exactement nous donner, ça doit contenir exactement trois éléments. Donc, on va faire print, parenthèse, len, pour connaître le nombre d'éléments que ça contient. Je vais appeler par DB, tout court. Donc, compilons pour voir si tout va bien. OK, donc c'est bien. Là, on doit avoir la même chose aussi pour DB. Donc, je mets B là et je vais recompiler pour voir. OK, ça donne la même chose. Donc là, maintenant, nous venons de calculer la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport au vecteur poids et le vecteur biais. La propagation, nous venons de finir d'implémenter la propagation arrière. Nous allons passer maintenant à l'étape de l'implémentation de la descente de gradient qui est donnée par cette relation, où alpha est exactement le taux d'apprentissage. Donc, qu'on va appeler par descente de gradient. Def, descente, gradient. Cette fonction va prendre comme en argument le poids et ses dérivées partielles. Donc, ça aura trois arguments. Et j'ai dit trois plus ou quatre arguments. On va lui donner le poids qu'on a calculé à partir de la fonction d'initialisation et le biais qu'on a aussi calculé à partir de la fonction d'initialisation. Biais, voilà. Maintenant, ça manque, on doit lui donner alpha, un argument qui est le taux d'apprentissage. Alpha, c'est très important. Donc, on va appliquer cette formule simplement. Donc, on va dire le biais, ici, on a besoin d'une boucle for pour pouvoir faire le travail. On va faire for k in range, parenthèse. On va prendre la longueur de vecteur poids, mais de la matrice des poids, len, parenthèse, voilà, deux points. Là, on va calculer maintenant chaque chose. Le poids ici, on va prendre le poids, on va appliquer cette formule à chaque itération. On va appliquer cette formule à chaque itération pour le biais et la matrice de poids. Donc, pour la matrice de poids, on va faire le poids pour l'itération K, c'est-à-dire pour la, pour la couche K, va nous donner la même chose, le vecteur là, c'est-à-dire la matrice de poids de la matrice à la couche K moins alpha multiplié par sa dérivée multiplié par la dérivée de la fonction de coût, par rapport au vecteur, à la matrice de poids de la couche K. De la couche K ici qu'on a noté par TB, qu'on a noté par T, TW. Maintenant, en K, on fera la même chose aussi pour la matrice, pour le biais. Donc, je vais copier et coller et modifier simplement. Ici, c'est B. Et là, serait maintenant le biais. Et la même chose encore ici. Biais. Donc, à la fin de notre boucle, on va essayer de retourner le poids et le biais.
return, va nous retourner le billet et le poids. Billet. Donc, nous allons essayer de voir si tout va bien, s'il n'y a pas des erreurs. Je vais copier ça ici et mettre ça là et compiler pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Donc, avant de compiler, il faut d'abord initialiser l'alpha. On avait déjà initialisé les autres. On va initialiser alpha. Ici, on va prendre alpha est égal à 0,1. Notre alpha, c'est le taux d'apprentissage qui est compris entre 0 et 1, qui est plus petit, qui est plus grand que 0 et plus petit que 1. On ne veut pas que ça prenne la valeur 1 ni la valeur 0, parce que c'est une valeur qui est comprise, qui est strictement supérieure à 0 et strictement inférieure à 1, qui va nous permettre de pouvoir voir l'évolution de notre modèle, de notre apprentissage. Donc, quand nous faisons, on va essayer d'afficher la dimension de notre liste poids. Normalement, ça doit contenir 3. Ça doit contenir exactement ici. Bon, je peux appeler ici, je peux mettre ici W. Je vais l'appeler par W ici, dans notre cas ici, pour évoluer vite. Je vais l'appeler par un W. Et ici, je vais appeler par B, le billet, ici, le B. Voilà. Donc, affichons ça, on va essayer d'afficher le nombre d'éléments que contient le W. Normalement, ça doit contenir exactement 3 éléments si tout va bien. Donc, compilons pour voir. Voilà. Donc, ça dit que c'est bien fait. Après cela, maintenant, nous allons essayer d'écrire la fonction qui va nous permettre de répéter ces fonctions que nous venons d'écrire, de répéter ça et voir au fur et à mesure que nous évoluons, qu'on répète la même opération N fois, bien 1000 fois, 100 fois, nous allons voir comment notre modèle est en train d'apprendre. Donc, c'est ça qui est la fonction des neurones que nous allons appeler ici neurones, réseau, neurones. On va voir la performance de notre modèle. Donc, je vais l'appeler par def, neurone, neurone, neurones, réseau. Donc, nous allons chercher maintenant les paramètres essentiels pour notre donnée. Pour le faire, on a besoin de récupérer toutes les fonctions que nous venons d'écrire dedans. Donc, au départ, on aura besoin de inks, on aura besoin, on aura besoin de inks. Après le inks, la fonction d'initialisation prend prend n neros comme paramètre. Donc, on va donner ce paramètre aussi à notre fonction neurone. Après ça, après la fonction d'initialisation, on a la fonction de, de propagation avant. Avant de propagation, avant, ce qui est venu ici, simplement là, c'est le int qui est la donnée. Après ça, on aura besoin de l'activation. Bon, l'activation ici, c'est déjà donné là. Ici, on aura besoin de Y pour la fonction de coût, parce que l'activation est donnée par la fonction de propagation avant. Donc, on va lui donner Y. Après Y, ici, la fonction de backpropagation, ça prend l'activation, le poids, le Y. Tout ça là sont donnés par des fonctions précédentes. Après, maintenant, on aura besoin de paramètres alpha. On aura besoin de paramètres alpha. On aura besoin de paramètres alpha que je vais donner. Après le paramètre alpha, on aura besoin de
de la tolérance, qu'on va appeler ici par epsilon, epsilon, et on va lui ajouter le nombre d'itérations maximales qu'il faut faire, iter underscore mass, le nombre d'itérations maximales. Donc, on va créer une liste qui va contenir une liste vide qui va nous permettre de conserver la PET ou bien la fonction, la valeur du coût de notre modèle pour voir comment notre modèle est en train d'apprendre au fur à chaque itération. Qu'on va initialiser par, je vais appeler ici par coût. Donc, on va récupérer maintenant toutes nos fonctions qu'on vient d'écrire. Je commence par d'abord la fonction d'initialisation. Après la fonction d'initialisation, je recopie ça et je viendrai coller là. Donc, on va rentrer d'abord dans notre boucle while true. On va imposer la condition à la suite. Si true, pour la fonction d'initialisation, on a besoin de la fonction propagation avant, que je vais copier ici. Après la fonction de propagation avant, après la fonction de propagation avant, on aura besoin de la fonction, la prédiction. Bon, on n'a pas besoin de la prédiction pour le moment. La fonction de propagation avant, on va laisser prédite. On va prendre maintenant la fonction de coût. On va mettre la fonction de coût pour voir l'évolution de notre modèle. La fonction de coût qui est là. Après la fonction de coût, on a besoin backpropagation, qui est très important, qui calcule les dérivées partielles. Ce sont les dérivées partielles. Après les dérivées partielles, on a besoin de la descente des gradients. Après les dérivées partielles, on a besoin de la descente des gradients. On a besoin de la descente des gradients. Ici. Bon, les retours là, je vais les appeler par le biais ici pour éviter certaines opérations. Je vais l'appeler par biais. Comme ça. Donc, après ça, donc, nous allons voir les choses qu'il faut mettre ensemble. Ici, on a besoin de regarder l'évolution de notre modèle, comment notre modèle apprend. Donc, on va mettre la fonction de résultat d'enfant de coût dans la liste coût. On va utiliser l'option append. Donc, voilà. Après l'append là, maintenant, nous avons maintenant besoin, OK, la propagation. Après de prendre la fonction de propagation, ça prend l'activation, voilà. Maintenant, après l'activation, ça, on a besoin de la fonction de backpropagation, backpropagation, OK, backpropagation, il prend l'activation, propagation avant, ceci nous donne propagation avant, on donne activation, et l'activation, voilà. Et maintenant, pour la descente des gradients, on a besoin de backpropagation, donc l'ordre est correct. Voilà, très bien. Donc, on va indiquer maintenant on va indiquer à quel niveau il faut s'arrêter pour arrêter notre boucle. Donc, on va utiliser if. If, on va utiliser la norme, la norme algèbre qui est np.linear algèbre.norme, parenthèse. Donc, on va prendre dw, crochet. Pour la dernière classe, à la sortie, on va prendre le vecteur poids de la sortie du neurone. Si il est plus petit que notre epsilon,
il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Le plus petit qu'epsilon va s'arrêter. And, donc, on va faire ça pour les deux normes, pour les deux dérivés que nous venons d'écrire. Donc, ici, c'est B que je vais mettre. Voilà. Serait inférieur à ça, à epsilon. Après l'epsilon, donc si cela est vrai, si l'une des conditions est vraie, je peux mettre parenthèse comme ça, ou, ou le cas. Bon, je vais faire ça pas à pas. C'est mieux de faire ça pas à pas. Si cela-ci est vrai, il va s'arrêter, il va faire break, il arrête, break, il arrête, ok. Ou bien, if, if K, le K est supérieur ou égal à NIT, il s'arrête aussi. Mais il va nous afficher un message. Il va nous afficher un message. Le message, c'est qu'il va dire que euh, il n'y a pas de convergence, pas de convergence à telle itération, et il va indiquer dans le nombre d'itérations. Je vais utiliser l'option F, pas de convergence, pas de convergence avec le nombre d'itérations avec K. Je vais indiquer K et je peux maintenant itération ici. Itération, itération avec tel nombre d'itérations. Voilà. Et là, quand la pista il sort, il va sortir de la boucle, il va faire break, il s'arrête. Il va s'arrêter. Voilà. Maintenant, on va ajouter, on va incrémenter K. Ici, maintenant, ce qui nous va nous intéresser, à la fin de la boucle, il va nous retourner. À la fin de la boucle, il va nous retourner. À la fin de la boucle, il va nous retourner le poids. Il va nous retourner le vecteur poids. Puis, après le vecteur poids, il va nous retourner aussi la perte. Quand il nous retourne la perte, on va essayer, au retour de ça, on va essayer de construire maintenant la loi de notre fonction de perte. Pour le faire, on va utiliser PTL.plot. On va construire le coût. OK. OK, là, je vais plus ajouter ça, il construit ça avant de s'arrêter. Donc, j'enlève ça ici, je n'affiche plus. Là, quand je fais comme ça, il construit ça. On va faire pour afficher point show, show, point show. Donc, après ça, bon, je vais mettre un titre à ça. PTL, point, euh, title, euh, l'évolution de la perte, bien l'évolution du modèle, l'évolution
l'évolution du modèle, de l'apprentissage du modèle, l'évolution de l'apprentissage, apprentissage du modèle, du modèle, disons de l'apprentissage du modèle. Après ça, voilà, nous pouvons, on va essayer de compiler et voir. Voilà la sortie de notre coupe et nous obtenons l'évolution de notre graphique de cette manière. Nous allons voir maintenant quelle est la prédiction. Nous allons chercher maintenant à déterminer la prédiction de notre courbe. Quelle est la... Nous allons s'intéresser maintenant à déterminer la prédiction de notre modèle. Notre modèle arrive à prédire combien de données finalement. Bon, c'est ça qui serait notre objectif maintenant. Donc, du fait que nous venons de faire sortir, on a obtenu le biais. Après le biais, nous connaissons ici et la matrice de poids. À partir de ça, nous pouvons calculer notre prédiction et voir ce qu'il va se passer. Notre descente des gradients ici, notre descente des gradients nous fait sortir le biais ici. Donc, pour cela, on va faire appel, on va calculer notre fonction de prédiction que nous avons définie là. Prends simplement ça, prendre l'activation. Donc, on va faire appel à la fonction de propagation avant, pour calculer l'activation qui sort cette fonction afin de pouvoir faire de la prédiction avec. Donc, on va faire appel à la fonction de propagation. Bon, je vais prendre ça ici. Je vais prendre ça à notre fonction de propagation là, telle qu'on va faire là. Nous allons le mettre ici pour déterminer la prédiction. Notre fonction de prédiction maintenant va prendre, va prendre, va prendre l'activation qui est sortie. Et à partir de ça, maintenant, nous pouvons déterminer quel est le score. Donc, nous allons pouvoir déterminer maintenant le score. Le score. Donc, pour déterminer le score, on va utiliser l'accuracy. Nous allons utiliser l'accuracy. Voilà. Donc, je vais l'appeler par score. Je vais mettre is. Donc, score is, c'est égal à accuracy. Accuracy underscore maintenant le score. Underscore parenthèse. Ça va prendre notre Y. Ça va prendre notre Y. Et la prédiction de notre modèle. Maintenant, je vais les transformer en vecteurs. Pour transformer Y en vecteur, je vais utiliser plotting et le Y près de ci, je vais utiliser plotting. Point. Flouten et non flouten, parenthèse. Point flouten. Donc, nous allons afficher maintenant notre score. Print, parenthèse, option F. Option F, le score
de notre, de notre modèle, de notre modèle est. Donc, compilons pour voir si tout va bien. Normalement, oui. Voilà. Donc, notre modèle arrive à prédire à 80, à 99% les données. Donc, comme ça arrive à prédire les données à 80%, nous allons maintenant représenter la frontière des décisions courbes. Pour cela, nous allons déterminer le, le minimum sur la des abscisses, son maximum aussi, puis la même chose aussi sur l'astre des ordonnées. Donc, on va faire x min, virgule, x max, virgule, égale, ça fait grand X, crochet, 0, 2 points, 0,2 points. On fera la même chose. Maintenant, ça serait point, point min pour déterminer le minimum, c'est-à-dire la plus petite valeur. Et on reprend la même chose pour le maximum. Après ça, on va faire la même chose sur l'as des ordonnées. Donc, je vais changer simplement les noms. Je vais copier et coller et modifier. Là, je mets X, je vais mettre Y. Y. Maintenant, à ce niveau, celui-là des ordonnées, c'est 1 au lieu de 0. Donc, je mettrai 1 à la place de 0. Donc, après cela, maintenant, nous allons s'intéresser maintenant à, à redimensionner notre repère, à, à, à encadrer notre repère, c'est-à-dire à créer des petits rectangles. Pour créer les petits rectangles, nous allons utiliser la fonction matchGrid. MatchGrid va nous permettre de pouvoir créer des petits rectangles. Donc, je vais faire ins, virgule, y serait égal à np.matchGrid, matchGrid, parenthèse. Nous allons subdiviser maintenant l'axe des abscisses en 100 points. Donc, pour subdiviser l'axe des abscisses en 100 points, nous allons utiliser linspace. Linspace, n.linspace, linspace, parenthèse, linspace va prendre xmin et xmax. Quand je vais copier ça ici, c'est-à-dire les bornes de notre intervalle, de l'axe des abscisses, et on va préciser en combien de points. Bon, ici, bon, prenons en 150 points. En 150 points. On va faire la même chose aussi pour l'axe des ordonnées. Virgule, je copie ça et je vais coller et modifier les is en Y. Je mettrai Y là. Voilà. Après avoir fait celui-ci, nous allons construire maintenant, on va construire les points en termes de coordonnées. En termes de coordonnées, qui va constituer maintenant le nuage des points que nous vont de diviser ici. Donc, pour cela, on va utiliser C underscore pour pouvoir construire les points, pour pouvoir construire ces points-là. Donc,
Voilà ce que nous allons utiliser pour voir, c'est-à-dire pour construire les couples de coordonnées x, y. Pour construire les couples de coordonnées x, y, que je vais appeler maintenant x, bien, grid grid, grid underscore point, c'est-à-dire les points de la grille égale np.c underscore crochet. À l'intérieur du crochet, nous allons utiliser l'option RAL plutôt. On va utiliser l'option RAL sur X et sur Y. Sur X et sur Y, après prendre ça transposé. Donc, à l'intérieur de cela, nous allons faire cela. On va faire ins point rival parenthèse. Je ferai la même chose aussi pour Y. Donc, pour cela, je vais copier et coller, virgule. Ici, maintenant, serait Y. Maintenant, après celui-ci, il faut prendre la transposée de ça. On va prendre maintenant la transposée de ce que nous venons d'écrire, c'est-à-dire des points là, points transposés, pour avoir la même forme pour Y. Donc, après cela, maintenant, nous pouvons passer à la prédiction. On peut passer maintenant à la prédiction de notre modèle. Notre modèle. Donc, pour la prédiction, on a besoin d'utiliser la propagation avant pour déterminer, ça. Donc, nous allons déterminer la propagation avant. Nous allons utiliser la fonction de propagation avant et remplacer le grand X par grid point pour retrouver la fonction de prédiction. Donc, je le mets là. Donc, ici, ce X qui est là sera remplacé par grid, grid point. On remplace par grid point. Le poids et le biais, ce sont les valeurs optimaux obtenues à partir de ça. Donc, nous allons besoin maintenant aussi notre prédiction. Ça va nous donner notre activation. Et à partir de l'activation, nous pouvons faire de la prédiction. On va faire maintenant la prédiction. Je vais l'appeler par ici, au lieu de mettre Y, je vais mettre pred simplement, qui est prédiction. Après celui-ci, nous allons maintenant redimensionner la prédiction. On va pouvoir faire maintenant le redimensionnement de notre prédiction. On va faire cela pour obtenir l'as, c'est-à-dire l'as des côtes. On va détruire l'as des côtes afin de pouvoir représenter notre donnée correctement. C'est comme si on dit de construire notre courbe dans l'espace, comme si on dit de travailler dans l'espace. Donc, on va faire Z égale, on va définir Z égale à pred que nous avons trouvé ici. On va prendre le pred qui est là, qui est sorti de la fonction de prédiction pour pouvoir redimensionner. Donc, on va dire, je colle pred là et je vais utiliser maintenant l'option Reshapes. Reshapes va nous permettre de redimensionner notre prédiction qu'on vient d'obtenir, qu'on va mettre maintenant dans Z. Ça va nous permettre de pouvoir redimensionner notre prédiction qu'on va mettre dans Z. Voilà. Reshapes, reshape, reshape, parenthèse. On va préciser maintenant, on va redimensionner simplement l'as des abscisses. L'as des abscisses qui est ins, point shape. Après ça, nous pouvons maintenant construire la, la frontière de décision. Après cette étape, on va construire maintenant la frontière de décision. C'est-à-dire tracer la frontière de décision. On va utiliser l'option PTL point contour F. Contour. Contour.
F parenthèse. Maintenant, dans contour F, nous allons préciser les l'abscisse ordonnée et la côte, et puis mettre maintenant les options. L'axe des abscisses, c'est ins. L'axe des ordonnées, c'est YY. Et l'axe des côtes, c'est grand Z. Après ça, nous allons préciser maintenant les options qui vont nous permettre de mettre des couleurs. Nous allons mettre CMAP égale PTL point C point CM point spectral spectral virgule. On va préciser le degré qui est l'alpha ici, virgule alpha qui est égal à 0,8. Et là, c'est bon, on a construit la frontière de décision comme ça. Après cette frontière de décision, nous allons essayer de construire le nuage des points pour voir ce qui se passe clairement. On va utiliser construire le nuage des points, PTL, point, scanter, scatter. Notre last des ordonnées, on va mettre X, on va mettre la première, on va mettre X0 et Y0 et X1 pour pouvoir placer le nuage des points. X0, virgule 2 points. On fera la même chose pour l'ast des ordonnées, virgule, des ordonnées de 0 remplacé par 1. Maintenant, nous allons mettre les couleurs. Pour mettre des couleurs, on va mettre C égale à Y pour pouvoir indiquer les couleurs, c'est-à-dire les différents groupes en fonction de l'étiquette Y. C est égal à Y. Et maintenant, préciser les différentes couleurs. On va utiliser l'option égal color égale. Donc, nous pouvons préciser la couleur. Ici, on peut mettre le bleu, on peut mettre le rouge, ainsi de suite. Donc, on peut mettre black, qui est K. Bien, je peux mettre le red aussi. Bon, je vais mettre le K. Après ça, c'est-à-dire la couleur gris et black, donc ça a noir. Donc, je vais choisir la couleur noire et je vais mettre l'option S qui est égale à 20. Après l'option S, nous allons préciser le spectrum. Donc, il y a encore ce qui est là. Je peux copier ça ici. On a déjà utilisé pour tracer la frontière de décision. Et je le mets là. Après ça, on va ajouter maintenant les titres et les légendes. Nous allons indiquer l'as des ordonnées et l'as d'abscisse, ins, label, parenthèse. Là, on va mettre caractéristique 1, bien feature 1, première variable, on va mettre variable 1, première variable, première variable, variable, et on va faire la même chose pour l'as des abscisses, l'as des ordonnées, qui se mettra au niveau des deuxième variable. Ici, maintenant, je vais remplacer x par y, et la première, c'est la deuxième variable, deuxième variable, deuxième variable. Après cela, nous allons indiquer le titre. Je vais mettre comme titre la frontière de décision, PTL, point, title, parenthèse, des points,
la frontière, la frontière de décision, la frontière de décision du modèle. La frontière de décision du modèle, la frontière de décision du modèle. Après ça, il faut afficher. Donc, pour afficher, on va utiliser l'option PTL.show et nous allons compiler, voir si tout va bien. Voilà. Voilà notre frontière de décision, notre courbe qui est représentée comme ça, et c'est ce que nous cherchons ça. On est en train de constater, c'est simplement la couleur et la donnée en rouge qui est ici, où se trouve mon curseur, qui est la seule que notre modèle n'a pas pu récupérer afin de le mettre au niveau de la couleur des rouges là. Et ce qui confirme exactement ce qu'on a obtenu ici, que le score est 99 et 99 parce que sur 100, c'est une seule valeur qu'on n'a pas pu bien classer. À la fin de notre présentation, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre temps que vous avez consacré pour cette vidéo. Si vous avez aimé, essayez de partager et de liker. Et aussi, n'oubliez pas de mettre vos pensées en commentaire, ce qui va permettre à l'algorithme de YouTube de proposer notre contenu à d'autres personnes aussi. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À tout à l'heure.